C'est toujours un réel plaisir, même le téléspectateur, de se retrouver parmi vous dans le cadre de ce magazine. Oui, et ça fait débat, ce grand magazine de la rédaction qui revient également sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, devons-nous parler développement de la République démocratique du Congo, alors que nous parlons également de cette situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Des voix se lèvent, oui, des pensées également se lèvent, notamment sur la question du fédéralisme. Aujourd'hui, avec la grandeur de la République démocratique du Congo, des politiques se lèvent pour évoquer également à cette question qui a aussi été soulevée, il faudrait le dire, par Corneille Nangaa, qui se retrouve dans la partie est de la République démocratique du Congo en train de mener une rébellion contre la République démocratique du Congo, le gouvernement en place, disons-le. On revient également pour parler de la question du fédéralisme. Devrons-nous analyser cela comme une pensée pour la République démocratique du Congo? Est-ce un lit qui s'installe pour la balkanisation de la République démocratique du Congo? Ce sont des questions qu'on va se poser au cours de ce plateau avec Monsieur Jean-Baptiste Kankonda, qui est membre de l'Union Sacrée et porte-parole de l'Union Sacrée également. Bonjour et bienvenue à vous. Et le pari coché du chef de l'État, le seul et l'unique. Merci beaucoup, Madame Boutella, pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer les honorables co-débatteurs que je vis à Bellurette. Mais excusez-moi de souhaiter aussi beaucoup de félicitations à toutes les personnes qui nous ont assistés lors du décès de ma mère, qui est décédée Kapinga Katalaï le 31 mars de cette année. Et voilà, on l'a enterré une semaine après. Le deuil et les obsèques se sont tenus en Boujmaï. Et je tiens à saluer, à féliciter, à dire grand merci à tous ceux qui nous ont assistés, le prêtre, les sœurs, les frères et sœurs de ma mère, hein, bien sûr, de l'église, et tous ceux qui étaient de loin ou de près, qui nous ont assistés matériellement, physiquement. Ce sera un grand de ma part de ne pas leur dire merci. Et puis, je félicite aussi de cette occasion pour saluer, féliciter, ou bien souhaiter joyeux anniversaire à mon fils, Luc-François Kankonda, qui aujourd'hui célèbre aussi son anniversaire. Kankonda, fils, joyeux anniversaire à vous. Hein, on va aussi les commencer, Alain. Exactement. Nous allons maintenant, avec ce livre, prendre Monsieur Carlos Mopili, qui est président de la société civile de Kinshasa. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je salue tous les téléspectateurs, que ça fait quand même le bail que je suis passé sur votre chaîne. Je salue aussi mes co-débatteurs. Voilà, je suis là. Voilà, nous avons également un des livres écrits par vous, Droit pénal et droits de l'homme à l'épreuve de la cybercriminalité, enjeu de la révolution numérique et nouvelles pistes de régulation de l'espace médiatique. Oui, c'est ça. Nous devons contribuer intellectuellement. Ça, c'est, vous savez que la cybercriminalité, c'est une nouvelle matière aujourd'hui. Exactement. Et ça ne s'enseigne même pas dans nos universités congolaises, le droit du numérique. Donc ça, c'est un outil très important pour aider les professionnels des droits, avocats, magistrats, les OPJ, et même les nouveaux services créés, on appelle le CNC. CNCS. Voilà, ça c'est un document très très important. CNS. Conseil national de cyberdéfense. Oui, de la cyberdéfense. En tout cas, c'est depuis longtemps que j'ai réclamé l'installation de cet organisme. Et voilà bien, tout est là. Mais aussi là, même pour les CSA que nous voyons parfois dans ces décisions tâtonnes, par-ci, par-là, là vous allez trouver tout ce qui est droit de la communication en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mopili. Nous avons également le coordonnateur des experts du panel de la société civile, Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Maman Arlette. Je suis très ravi de vous retrouver après autant de séances auxquelles vous n'avez pas participé. Je salue les co-débatteurs et tous les téléspectateurs, les nombreux téléspectateurs qui nous suivent et qui ne cessent de nous encourager, de nous féliciter. Il est difficile de les citer, mais je suis toujours fier chaque fois que je les rencontre, qui jettent des fleurs à cette émission. Donc, finalement, je me suis rendu compte que s'il faut contribuer pour aider les pays, il faut passer par Télé 50. Chapeau bas à Jean-Marie Kassamba pour cela. Également. Et comme vous avez parlé du livre, droit pénal et droits de l'homme à l'épreuve de la cybercriminalité. Oui, malheureusement, je crois qu'il va falloir demander aux services qui s'occupent de ces secteurs-là, notamment la coordination nationale de cyberdéfense, de pouvoir lire ces livres parce que
cette coordination commence, un service de la présidence commence à quitter sa mission principale, à quitter l'ordonnance du chef de l'État et la mission et les rôles qui leur ont été confiés, et commence à faire des détentions déjà d'une manière extrajudiciaire. Pendant plus de 30 jours, la coordination de cyberdéfense a enlevé, séquestré, détenu un avocat par sa fonction, Maître Bernard Mpalanko, pour des raisons qui ne sont pas encore connues. Au lieu de les transférer devant son juge naturel, on les maintient pendant plus d'1 mois. Il n'a pas droit aux visites familiales, ni à ses avocats, ni aux soins médicaux. Et nous pensons que des pratiques pareilles sont contraires. Et c'est la négation même de la volonté du chef de l'État qui veut voir un État de droit et la justice juste pour ce pays. Et là, on sent également la société civile qui s'est exprimée, qui continuera à s'exprimer sur des sujets ayant trait aux droits de l'homme, évidemment. Alors, on ouvre ce débat. Aujourd'hui, si on doit parler développement de la République démocratique du Congo, c'est vrai qu'on l'entend dire. On l'a entendu dire par des différents présidents. On se rappellera ici avec Sarkozy, plutôt avec l'actuel président de la France, Emmanuel Macron, qui est revenu ici à Kinshasa, qui est revenu sur les ressources de la République démocratique du Congo, qui a estimé qu'il faudrait le partager. Aujourd'hui, d'aucuns également estiment que la République démocratique du Congo, dans sa démographie et sa superficie, est grande. Et qu'il faudrait, dans sa gestion, repenser autrement, d'où cette question du fédéralisme. On est parti de la décentralisation. C'était un des moyens pour également éclater certaines provinces qui compte tenu de la superficie, pour faciliter le développement et la gestion. Aujourd'hui, une autre question revient sur la question du fédéralisme. Avoir des États pour diriger ou encore accélérer le développement de la République démocratique du Congo. Monsieur Carlos Mopile, on commence par vous. Bon, moi, je vais répondre comme un professeur de droit. D'abord, ce n'est pas un débat pour tout le monde. Ce n'est pas un débat des profanes. Si un profane veut parler de ce débat, c'est comme un homme qui parle le degré de douleur d'enfantement ou d'accouchement. Au moins qu'il soit fou ou rêveur. Alors, ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. C'est parce que les gens ne sont pas enseignés au sein de leur parti politique. Les partis politiques violent l'article 6 de la Constitution. Parce qu'il n'y a plus l'éducation de la citoyenneté. Parce qu'on ne peut pas prétendre être politicien avec de lacunes dans l'histoire politique du Congo. Voilà, il y avait 2 débats. C'est-à-dire des cartels avant l'indépendance. Des cartels des fédéralistes, donc on voit les Mbuta Kasavubu et Moïse Tchombe. Et il y avait les cartels des unitaristes, on voit à la tête Emery Patrice Lumumba, Sendwe et ainsi de suite. Et d'ailleurs, même au début, Gizenga, il était du côté du fédéraliste. Alors, c'est maintenant après, comme je deviens enseignant du cours de philosophie du droit, que j'arrive maintenant à comprendre l'esprit du fédéraliste selon Kasavubu. Parce qu'à l'époque, on croyait que Kasavubu était séparatiste. Tous ceux qui parlaient, qui soutenaient le fédéralisme étaient des séparatistes, alors que ce n'était pas ça. Voici pour Kasavubu, il disait ceci. Le Congo, c'est une somme de royaumes, empires et de tribus qui existaient. Et que certaines doctrines considèrent ces royaumes, ces tribus, ces empires comme des États précoloniaux. Donc, la colonisation a fait que nous soyons soudés. C'est-à-dire la colonisation, l'œuvre coloniale, a fait souder des États précoloniaux. Et pour Kasavubu, Moïse Tchombe et les autres, ils croyaient que cette soudure-là, c'est ce qui doit faire que nous soyons un État fédéral et les États précoloniaux restent des États fédérés. Et par conséquent, s'il faut revenir à ces débats et soutenir le fédéralisme, nous devons revoir les découpages provinciaux. Parce que nos provinces ont été découpées selon le principe diviser pour mieux régner. Parce qu'on ne peut pas aller avec le fédéralisme, avec des provinces où il y a un morceau d'une tribu et l'autre un morceau tout. On va se jeter dans un conflit. Deuxième
cartel, c'est le cartel d'unitariste de Laurent Désiré Kabila, de Lumumba, comme je l'ai dit, de Tchombe, non, de Sendwe. Pour eux, les Congo partagent une âme, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité dont nous avons été victimes après la traite négrière et après la colonisation. Donc, pour Lumumba, il croyait que, à force de nous fusionner, nous serons comme des Français. Aujourd'hui, en France, on ne sait plus séparer qui est franc, qui est gaulois. Vous êtes en Espagne, vous ne connaissez plus, ou bien vous êtes en Italie, vous ne saurez pas différencier qui est romain, qui est ostrogoth. Donc, pour Lumumba, c'est la vision que son disciple, Laurent Désiré Kabila... Un peu comme le Brésil aussi aujourd'hui. Évidemment, c'est l'esprit que son disciple, Laurent Désiré Kabila, avec les idées du service national. Avec les services nationaux, on avait déjà lancé 31 centres. C'est-à-dire 3 par province, ce qui fait 10 provinces, 30 centres, et puis Menkao, ici. Qu'est-ce qui nous est projeté? Nous est projeté des centres urbains, des villes, avec plusieurs tribus, comme à Kanyamaka-Sese, où on recrutait 600 jeunes par province, et qu'on avait 6600 jeunes, et dans chaque brique, c'est-à-dire dans chaque chambre, il y avait 11 jeunes. Chaque jeune représentait une province. Et maintenant, ça devrait faire un brassage culturel, et on devrait effacer tout ce qui est tribu. Et on devrait parler, nous tous, 4 langues nationales. Ça, c'était la vision qui devrait être concrétisée maintenant, plus tard, par ceux qui prétendent dire l'UNU. Ils sont de l'unitarisme. Maintenant, aujourd'hui, comment on peut débattre ce débat alors que pour parler de l'État fédéral, c'est une forme de l'État et cette forme doit être consacrée dans la Constitution. Or, notre Constitution aujourd'hui, selon la doctrine, c'est un État régional. Donc, parler de l'État fédéral, ça signifie qu'il faut modifier fondamentalement, la Constitution. Donc, je pense que c'est une erreur peut-être de la presse, parce que les débats, c'est faut-il changer la Constitution ou non? Et lorsque maintenant on dit oui, il faut changer, c'est là maintenant que le débat, faut-il adopter quelle forme de l'État? Et là, les gens peuvent se prononcer si c'est la décentralisation, si c'est le fédéralisme, si c'est le régionalisme. Monsieur Kankonde, puisque le débat a été lancé. Mais je rappelle, je cite, comme professeur, pour dire que ceci, en France, lorsqu'on parle de la France était un État unitaire décentralisé, c'est par rapport à son format féodal, pendant le régime féodal, où nous connaissions qu'il y avait des seigneurs avec des châteaux. On en reviendra justement. Et là, déjà, le roi était là, avec la vénéralité d'office. Le roi avait diminué ses pouvoirs auprès du seigneur. Et les seigneurs commençaient à gérer, ils avaient presque tous les pouvoirs au niveau seigneurial. Et c'est ce qui donne l'image de la décentralisation en France. Là, je suis dans la sociologie du droit, je suis dans la philosophie du droit et dans l'anthropologie du droit. Venir avec ce débat sans interroger la forme légitime de nos ancêtres qui étaient organisés en famille, en lignage, en clan, en tribu, pour arriver à l'ethnie. J'ai dit. Professeur, Monsieur Kankonde, c'est une question également actuellement qui a été livrée, j'allais le dire comme ça, qui a été abordée par des politiques. Aujourd'hui, dans le contexte de la République démocratique du Congo, est-ce que le fédéralisme est approprié? Très belle question, merci déjà. Je félicite mon frère Moupili parce qu'il nous a donné une leçon de l'histoire. Il nous a épargné le temps parce que je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais rappelons-nous que depuis 1960, il y a eu une constitution qui était juste temporaire. Et il fallait attendre jusqu'à 1964 où on a eu une constitution de Loulourbourg. Je parle bien de la constitution du 1er août 1964 qui parlait aussi du fédéralisme. Cette constitution définitive qui faisait de notre République un État
parlementaire multipartiste a permis à ce que nous puissions comprendre est-ce que nous pouvons continuer avec le fédéralisme ou pas. Je dis que je félicite parce qu'il nous a épargné le temps. On ne doit pas revenir sur ce qu'il a dit parce que c'est un débat de haut niveau. Je voudrais que les gens qui nous écoutent puissent comprendre. Il faut citer chaque chose en son nom. Vous parlez des politiciens, non, il faut parler de M. Kamitatu de mauvaise mémoire. C'est lui qui a lancé le pavé dans la mare. Et aujourd'hui, c'est un débat que nous devons pouvoir tenir, alors que nous connaissons bien M. Kamitatu. Il était président d'une des chambres de notre République. Quand il était président de l'Assemblée nationale, il n'a jamais pris le temps de profiter ni de proposer un débat comme ça. Je rentre en 1640 en France, parce que vous avez posé la question par rapport à la France. Nous parlons ici des Catalans, des nationalistes catalans. Aujourd'hui, la France, jusqu'au moment où nous parlons ici, il y a de ces nationalistes séparatistes qui veulent aussi avoir un État indépendant. Nous parlons de la France. Et quand vous me citez Macron, je ne vois pas quelle est la proposition, ou bien qu'est-ce que Macron peut nous apprendre de plus. Parce que vous savez, les Catalans ont dû commettre des crimes imprescriptibles. Ils ont même dû tuer, excusez-moi de le dire devant la télé, un maire, un gouverneur d'une province, qui aujourd'hui, ces crimes restent élucidés, et heureusement, parce qu'on a arrêté quelques individus qui ont dit, qui font partie de ces indépendantistes qui veulent avoir une partie de la France pour qu'il y ait un pays. Alors, pour ce qui nous concerne, moi je me dis que c'est une distraction. Parce que la même personne, ou bien personnalité politique, qui ont lancé ces pavés dans la mare, il oublie que si nous devons aller dans comme fédéralisme, nous devons faire recours au changement de la Constitution, ou soit à la révision de la Constitution. L'article 218 de la Constitution, tout comme l'article 220, nous savons qui est la personne la mieux habilitée, la mieux outillée pour convoquer la population au référendum pour pouvoir soit trancher sur le fédéralisme, soit sur le changement de la Constitution. Alors, quand M. Kamitatu lance ses pavés dans la mare, c'est pour nous dire que, comme il est devenu porte-parole de M. Kabila, il veut nous expliquer que non, voilà, il pousse le chef de l'État à ce que nous puissions aller au référendum. Sont-ils prêts pour que nous allions au référendum pour changer la Constitution? Parce qu'il n'y a aucun article de notre Constitution qui parle ou bien qui élucide clairement que nous pouvons refaire le recours au fédéralisme. Vous avez rappelé ici que nous avons aujourd'hui 26 provinces. Regardez, il y a des provinces où il n'y a même pas de bureau, où le gouverneur ou bien le chargé de l'administration qui s'assoit. Il y a des gouvernements provinciaux qui ne siègent même pas, soit ils sont obligés de louer le bureau ou bien les églises pour pouvoir tenir leurs réunions hebdomadaires ou bien quotidiennes. Alors, quand M. Kamitatu essaie de nous distraire, la réalité est ailleurs. Nous savons qu'il est en train de patauger, il ne propose rien, ils veulent que la République, le Congo, puisse être balkanisé. Ça, c'est le prémisse, ça, c'est l'orientation, ça, c'est ce que nous attendons, qu'eux veulent balkaniser la République, parce que c'est quelque chose qu'ils ont préparé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je peux être fier que nos frères, que ce soit de l'opposition, je parle de la vraie opposition, pas de rebelles. Les rebelles, ou bien les terroristes, on ne joue pas avec, on ne parle pas, on ne discute pas avec. Les terroristes, on les tue. On les pense sur les lieux publics. Alors, quand quelqu'un nous amène un débat comme ça, moi je me dis que c'est des mauvais essais. Est-ce que nous sommes au temps de préparer ou bien de proposer le fédéralisme? Ça va bénéficier à qui? Il y a des provinces qui sont pauvres. Parce que quand j'ai regardé les statistiques, j'ai vu que la province de l'Équateur, elle est tellement pauvre. Disons maintenant, si nous faisons le fédéralisme, les Kasaï, les deux Kasaï, pardon, ils vont s'occuper. Oui, non, je mets d'abord les barrières et les fondations. Donc vous avez parlé l'Équateur pauvre. Alors que Bujimaï, c'est très pauvre, où il y a l'exode réel à cause de la pauvreté. Nous parlons, donc si vous n'avez pas le temps, donc ce n'est pas votre temps d'antenne, vous pouvez réfléchir après. Nous parlons de la richesse minière sur le plan agriculture.
Vous devez savoir que depuis le 18 ans de M. Kabila, il n'a jamais construit... Mais les Bangala mangent bien, ils boivent de l'eau que les Kasaï aujourd'hui. Je viens du Kasaï, vous n'y avez jamais été. Non, j'étais là. J'ai dit, moi je viens du Kasaï, ça fait 3 jours que je viens du Kasaï. Vous êtes là. Restons dans les débats. Restons dans les débats. Ah, on est en train de parler, oui, je vous protège. Je connais le collateur, je connais les joueurs et son entraînement. Là, je connais même son entraîneur. Je suis en train d'expliquer ici, c'est un problème général. Je regarde les statistiques par rapport à l'Équateur. Je n'ai rien contre l'Équateur. J'aime bien ce côté-là. Mais quand nous regardons les richesses minières des sous-sols, nous voyons que le Kasaï, il y a le diamant, que ce soit le diamant artisanal, que ce soit le diamant industriel, alors qu'à l'Équateur, il n'y a rien. Quand nous regardons par exemple le Kwilu ou bien le Congo central, il y a quand même de richesses minières que nous pouvons. Alors, il y a des provinces dans cette, j'ai dit, unité, nous sommes complémentarité. Nous sommes complémentaires. Alors, moi, je ne peux pas permettre aujourd'hui que M. Kamitatou, de mauvaise mémoire, qui n'a même pas un passeport congolais actuellement, qui est expiré, puisse lancer ces débats au moment où le pays est attaqué. Alors que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, nous avons l'obligation d'abord de maintenir cette cohésion nationale, n'est pas se disperser pour donner l'occasion à M. Kagame, qui a tout perdu, qui est en débandant d'aujourd'hui, qui n'a pas une politique sur le plan économique et sur le plan sécuritaire de nous donner ou bien de lui donner les béquilles. Alors, ce que moi je propose ici, c'est que le Congolais puisse comprendre. Moi, j'aime mes frères de l'Équateur, j'aime mes frères du Kasaï, j'aime mes frères du Bandundu, de l'Est de la République, un peu partout, Bukavu, Goma, ainsi de suite. Nous ne voulons pas de cette proposition. Quand vous posez la question à quelques amis avec qui je parlais à Bukavu, ce matin, d'ailleurs, même avant, ils me disent, mais non, nous, on ne veut pas. C'est ce que ce monsieur est en train de proposer. Il n'a jamais, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu à Bukavu. Ça fait trop longtemps qu'il n'est pas allé à Goma. Peut-être il y est déjà parce que ce sont des terroristes qui viennent nous proposer à ce que nous puissions indexer une partie de la République au Rwanda. Mais ils sont au sol de qui? Ça, c'est la question que nous on se pose. Vous estimez que cette question soulevée du fédéralisme, c'est en rapport avec la guerre d'agression actuellement, avec les territoires occupés? Effectivement, parce qu'on a compris que M. Kamitatou, non seulement qu'il a un poste de porte-mallette, il est devenu maintenant porte-parole de M. Kabila. Et on a compris que ce qu'il dit, c'est M. Kabila qui les pense d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'on a besoin de fédéralisme? Est-ce que ça nous aide en quoi? On a vu ici, nous étions à 11 provinces, nous sommes maintenant à 26 provinces. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça aide la population de 26 provinces? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi devrions-nous faire appel à cette balkanisation, qui ne dit pas son nom? Parce que M. Kamitatou n'a pas dit clairement. C'est une forme de balkanisation qu'ils sont en train de préparer. Au lieu de dire calmement, ils nous parlent de fédéralisme dont les Congolais ne veulent pas. Monsieur. Que ce soit le Kasaï, que ce soit l'Est de la République, à Bukavu, Goma, que ce soit au centre, que ce soit au Congo central, personne ne veut de ces balkanisations. Monsieur Mouchagaloussa, aujourd'hui on revient sur des termes. C'est un peu comme on revenait... apparemment, c'est presque les mêmes choses qui reviennent. On est revenu encore sur la question de la révision de la Constitution, lorsqu'on parle d'un État fédéral aujourd'hui, la vraie question, c'est que dans le format actuel, quels sont les avantages, quels sont les désavantages? Dans le format proposé par M. Kamitatou, quels sont les avantages pour la République démocratique du Congo? Et surtout dans le contexte actuel, une nation qui a 9 voisins, qui est en perpétuelle guerre d'agression. Parler du fédéralisme, est-ce un avantage ou un désavantage pour la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Merci pour ces questions qui permettent d'élever les débats, comme venait de le dire le docteur Jean-Baptiste, que je salue et je suis content de les retrouver. Plus l'enseignement théorique que venait de mes frères, de mon frère Maître Carlos. Je pense qu'il faut effectivement élever les débats. En élevant les débats, il faut prendre en compte 3 éléments. Le premier élément, c'est que nous sommes dans la République démocratique du Congo et la liberté d'expression est garantie à chacun de nous. Et donc, le fait que Kamitatou ait réfléchi, il faut d'abord saluer son intelligence, humblement, objectivement. Si un homme, un Congolais, arrive à réfléchir et mettre à la surface de l'opinion
un sujet qui va créer un débat national. Ce n'est pas n'importe qui, madame. Qui d'entre nous arrive à créer un débat qui va susciter l'attention de toutes les partis et de toutes les forces politiques et de tous les citoyens? Mais l'UDPS l'a fait avec la révision de la Constitution. Effectivement, ce sont des actions qu'il faut d'abord saluer et puis maintenant essayer de voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelle est l'opportunité, quel est le contexte et quels sont les risques. On fait une analyse sur base de ça. Et donc, personnellement, comme défenseur des droits humains, acteur de la société civile, je voulais saluer l'intelligence d'Olivier Kamitatou, le fait d'avoir réfléchi quelle est la voie de sortie par rapport à la crise, par rapport à la mauvaise gouvernance, par rapport aux conséquences, par rapport à la mégestion et par rapport à tout ce que nous subissons. Et donc, il est indiqué, il est de bon aloi que chacun de nous apporte la matière et quitte à nous d'analyser et de voir comment ça doit se faire. Ça, c'est de un. De deux, qu'est-ce qui a poussé Olivier Kamitatou à faire ces propositions-là? Évidemment, c'est parce qu'on constate que tous les dirigeants que nous avons n'ont jamais répondu aux besoins sociaux de la population et n'ont jamais travaillé pour la stabilité, pour la préservation, pour la sauvegarde de la cohésion et l'unité nationale que nous sommes en train de vouloir défendre et que nous défendons tous les jours. Et donc, il y a des éléments, et ces éléments-là, je crois que se résument dans la mauvaise mise en œuvre de la décentralisation. Parce que, qu'est-ce qui bloque? Si on avait effectivement effectué, je reviens pour dire que ce qu'Olivier Kamitatou a proposé n'est pas diabolique, n'est pas satanique et n'est pas extraterrestre. Parce que ça existe. Il y a des États africains qui sont des États fédéraux. Il y a des États en Europe et aux États ailleurs. Il y a des États fédéraux. Et donc, il n'a pas péché, mais il a fait une proposition, quitte à nous de voir comment ça doit se faire. Le Nigeria, par exemple, c'est un pays qui est en train de se développer. Mais est-ce que le contexte est approprié? C'est là où je peux rejoindre l'ensemble de ceux qui expriment les craintes. Le contexte n'est pas approprié parce que nous sommes dans la période de guerre. Le pays n'est pas encore réunifié. Nous n'avons pas encore consolidé l'unité nationale et la cohésion nationale. Si on arrive à relever, à traverser la période que nous sommes en train de subir, il est important que cette question revienne sur la table. Et je pense que ce qui devrait s'approprier plus cette question, ce sont les amis de l'Union sacrée. Et j'aimerais bien que Jean-Baptiste, docteur Jean-Baptiste, puisse m'écouter. Puisque pour arriver à cela, il faut passer par les changements de la Constitution. On ne peut pas quitter d'un État unitaire fortement décentralisé, même si ça ne se fait pas, à un État fédéral sans passer par la révision de la Constitution. Et pour passer à la révision de la Constitution, ça ne peut pas se faire dans le contexte de la guerre que nous sommes en train de traverser pour le moment. Et donc, il est important de travailler d'abord pour la réunification réelle et totale du pays, la résorption de la crise qui traverse notre pays, et finalement, on met cette question à table. Et dès qu'on mettra la question à table, on doit voir quels sont les avantages, comme vous venez de le dire, et quelles sont les conséquences. Et je pense que les avantages se résument dans le fait que la loi sur la péréquation, comme venait de le dire Jean-Baptiste, n'a jamais été mise en œuvre, puisque la loi sur la péréquation avait comme objet de pouvoir aider, de pouvoir intervenir auprès des provinces qui n'ont pas assez de ressources pour qu'il y ait cet équilibre national. La loi sur la décentralisation, elle a été mise en œuvre, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi on peut imaginer qu'aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur, il ne suspend une assemblée provinciale, il ne suspend un gouvernement provincial, des fois il interpelle les gouverneurs, tout simplement avec un message phonique où il dit full stop, full stop. Depuis qu'un ministre de l'Intérieur peut agir par des messages phoniques, tous ces éléments-là rentrent dans les frustrations qui poussent aux gens de dire non, il faut effectivement qu'il y ait un fédéralisme au niveau de la base. L'autre élément, maintenant, la question liée à la rétrocession. Il est prévu qu'on puisse faire la rétrocession à 40%. Mais même à 10%, ça ne s'exécute pas. Et donc, ce qui fait que certaines provinces, l'Équateur qu'on a cité ici, l'Équateur est très riche avec le crédit carbone, l'Équateur et les Bandundu peuvent amener l'argent qui dépasse l'argent qui vient du Katanga. Je pèse bien les mots parce que j'ai quelques notions et j'ai déjà travaillé un peu dans l'environnement. Et donc, le crédit carbone aujourd'hui qui constitue un secteur d'attraction, un secteur porteur de l'environnement. L'Équateur, comment se fait-il que tous les bois de l'Équateur, tout l'argent qui vient des crédits carbone, qui vient des Bandundu, on venait de donner autant de millions de dollars au niveau du ministère de l'Environnement, mais les gens qui vivent cette forêt-là n'ont rien, n'ont pas de pont, n'ont rien quoi que ce soit. C'est frustrant et c'est aberrant. Comment se fait-il qu'au Katanga, on est en train d'exploiter de l'or et des minéraux, mais pour jeter un pont, pour construire une route, il faut demander l'autorisation de Kinshasa.
Et dès que l'argent quitte le Katanga, ou l'Équateur, ou le Bandundu, ou le Kasaï avec les diamants, ça arrive à Kinshasa, l'argent rentre dans les poches des gens, et malheureusement cet argent entre dans les poches des gens, avec l'impunité, où on ne les demandera jamais avec autant de millions de dollars. Vous imaginez, madame, l'argent de crédit carbone pour l'Équateur seulement ou le Bandundu, ça peut construire combien d'écoles? Mais vous trouvez là, il y a des écoles qui n'ont même pas de bois. Au Sankourou, j'ai déjà fait le Kasaï, peut-être plus que mon frère Jean-Baptiste. À ce moment, j'étais dans un projet sur l'installation de la réserve naturelle de Sankourou. Et donc, vous trouvez que les gens sont dans une pauvreté extrême. Pourtant, il y a des ressources valables. Et donc, il est important que ces débats puissent être mis à la surface du public. Les moments venus après la récupération de l'intégrité territoriale, la fin de la guerre, pour qu'on puisse en parler. Monsieur Mouchagalou, cela c'est de manière scientifique et intellectuelle. De manière politique, est-ce que ce n'est pas un débat qui a été justement lancé aujourd'hui pour crédibiliser cette agression, du moins avec le contexte actuel où les occupations, il y a Goma, il y a Bukavu qui se retrouve entre les mains de Corneille Nangaa. Finalement, on n'avance pas, on ne recule pas. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à donner une autre forme de négociation, c'est-à-dire arriver à négocier avec Kinshasa dans la possibilité de nous gardons la partie que nous avons, vous gardez la partie que vous avez? Non, non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a un problème d'infox. Vous êtes spécialiste de la presse, donc quand on parle du fédéralisme, on ne parle pas de la balkanisation. On reste dans un État unitaire, mais un État fédéré. Donc les États font partie intégrante de la République du Congo, s'il faut parler ainsi, si j'enlève démocratique et fédéral, en attendant qu'on arrive à une compréhension globale, c'est là qu'on pourra mais le justement, faire. Les États, la particularité des États, c'est que les États sont autonomes. C'est vrai qu'ils sont autonomes de pouvoir penser leur développement autrement, d'avoir des lois propres aux États, parce que vous le savez, tout comme aux États-Unis et ailleurs, on peut ici, on abolit la peine de mort, là-bas, non, là c'est la prison à vie, de l'autre côté on dit non, on condamne l'avortement, de l'autre côté non, et c'est qui fait que quelqu'un peut quitter par exemple New York pour aller dans une autre ville, ou par exemple les chirurgies esthétiques et autres, ça c'est des manières un peu terre à terre qui sont autorisées. C'est vrai. On se dit maintenant, est-ce qu'avec le contexte des États en République démocratique du Congo actuellement, est-ce que cela pourrait marcher? Parce qu'on sait très bien, déjà de manière unie, nous avons cette guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo qui continue et qui continue. Est-ce que demander aux États aujourd'hui d'être autonomes ne peut pas créer des alliances avec des pays voisins, ne peut pas créer des alliances avec les autres nations notamment? Ce sont des questions également que le Congolais se pose pour dire finalement, on veut légitimer aujourd'hui, on veut aujourd'hui accorder du crédit au fédéralisme. Dans quel but? Non, effectivement, les craintes là, ce sont des infox qu'on est en train de mettre dans l'opinion. Un État fédéré, il appartient à la RDC, il ne peut pas aller faire une diplomatie externe en dehors de la... Donc il y a des questions liées à la nation en tant que telle, et il y a des questions spécifiques liées au développement, si je peux me permettre le mot, au développement local. Et il faut signaler que ce n'est pas un débat nouveau, parce que ça a été parlé dans la constitution de Louabourg. La conférence nationale souveraine qui avait désigné Tine Tshisekedi comme Premier ministre avait privilégié cela. Et même San City, où est venue la question de la unité de l'État fortement décentralisé. C'est parce qu'effectivement, il y avait des gens qui prônaient le fédéralisme et il y a les gens qui prônaient l'unité fortement centralisée, comme le disait le professeur Carlos. Alors, on a essayé de réfléchir qu'est-ce qu'il faut trouver comme mécanisme. Et j'ai encore en mémoire que l'idée était venue, non pas des experts qui parlent, mais d'un Congolais qu'on appelle Gervais Tiralurwa Nkunzimwami, qui venait du dialogue et qui était sénateur, qui est du Kivu, du sud Kivu et peut-être de mon village. Tout simplement parce qu'il y a ceux qui disaient que le Kivu va être avalé par les Rwandais. Ce qui n'est pas le cas. Alors on a dit qu'il faut couper la poire en deux et faire l'État fortement décentralisé. Malheureusement, cet État peine à être mis en exécution. Et ce qui commence à pousser les gens de réfléchir de plus en plus. Et donc, je voulais apaiser l'opinion en disant ceci. Le fédéralisme ne va pas faire la balkanisation du pays. Le fédéralisme ne va pas faire que des pays voisins viennent chez nous. Il n'y a qu'un pays voisin qui nous fait du problème pour le moment, c'est le Rwanda. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on va faire le fédéralisme, la Zambie ou bien l'Angola... Mais l'histoire également de la République démocratique du Congo permet aux Congolais justement de réfléchir, parce qu'on a parlé de la sécession katongaise qui revient à chaque fois. Cette image également, il faudrait arriver à donner des assurances, par exemple, sur cette question.
Effectivement, je crois que ce sont des aspects, comme j'étais en train de dire, donc il y a deux préalables. D'abord, au premier plan, il faut d'abord arriver à récupérer l'intégrité territoriale, terminer la guerre, et à ce moment, on est en bon état, s'il faut dire ainsi, on est vraiment dans une nation stable et tout ça. Deuxième chose, il faudra passer au changement de la Constitution, et le changement de la Constitution ne peut pas se faire dans les contextes actuels tant qu'on n'aura pas réuni toutes les forces politiques et sociales qui peuvent décider cela. Et à ce moment, in fine, on essaie de voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de la République fédérale, si jamais il pourra exister. Et si on trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, si on a les garanties, comme vous venez de le dire, si on a pris les mesures garde-fous pour éviter que ça ne peut pas arriver à la balkanisation, que ça ne peut pas permettre aux pays voisins de nous avaler, que ça ne peut pas déchirer la cohésion nationale, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de pouvoir mettre la question sur la table et d'en discuter fortement. Parce qu'effectivement, comme j'étais en train de le dire, ce qui pousse aux gens de réfléchir, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire une bonne gouvernance. Mais si on appliquait toutes les mesures prises de mise en œuvre de la décentralisation, on n'arriverait pas à arriver à ce point-là. Et donc, il y a plus de peur, il y a plus de supputation que des réflexions profondes par rapport à cette question-là. En parlant de supputation, encore des constats aujourd'hui, disons-le, avec la question par exemple du régionalisme. Aujourd'hui, on voit les élus, les gouverneurs par exemple, qui doivent être forcément des ressortissants de X province pour diriger telle province aujourd'hui. Ce sont des questions également qui ont renforcé, je dirais, des mesures aujourd'hui qui ont un tout petit peu renforcé la question du tribalisme, parce que les gens n'ont pas compris l'idée justement recherchée derrière cela. Comment arriver déjà que lorsqu'on parle aujourd'hui, c'est vous tous politiques et professeurs qui criez sur le toit la question du tribalisme. Aujourd'hui, avec la question du fédéralisme, par exemple, est-ce que cela ne va pas renforcer encore davantage ou encore détruire cette cohésion nationale, l'âme même de l'histoire de la République démocratique du Congo, où nous disons que nous sommes tous unis malgré les problèmes, malgré tout ce qu'il y a, le Congolais reste uni dans l'âme. Est-ce que cette question du fédéralisme ne viendra pas briser cela? Madame, vous avez touché les choses, mais d'une manière subtile. Le fédéralisme ne peut pas provoquer à aucune fois la balkanisation. C'est l'illettrisme constitutionnel. Tout celui qui affirme ça, c'est un illettré en droit constitutionnel. C'est ça la réponse. Mais c'est que le Congo aujourd'hui vit la balkanisation sociologique à cause du tribalisme. Vous avez compris maintenant? C'est le tribalisme qui provoque la balkanisation et non le fédéralisme. Regarde, nous, au niveau de l'Éduciel, nous nous sommes bâtis pour que dans la loi électorale, qu'on interdise la présence des délégués tribaux au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des députés nationaux et nous avons des délégués tribaux. Un monsieur domicilié à Kinshasa, mais qui va aller se faire élire à Katakokombe, à Lodja, où il n'a même pas une case. Est-ce que c'est un député national ou c'est un délégué clanique? Voilà les choses qu'il fallait proscrire. Et cela, dans d'autres dossiers, ça ne se fait pas. On ne peut pas postuler dans une circonscription où on n'est pas domicilié depuis 5 ans. Ça, c'est ce qui renforce le tribalisme, le clanisme. Autre chose, la loi portant statut des partis politiques, qui impose que pour créer un parti politique, il faut qu'il y ait le représentant, c'est-à-dire les cofondateurs, de 26 provinces. Mais le parti présidentiel ne respecte pas ça. Je n'ai pas reçu de l'UDPS. Et d'ailleurs, je me pose la question, vous allez commencer à faire cet exercice des statistiques. Depuis que vous êtes là, depuis 5 ans, la plupart des communicateurs de l'Union sacrée ou du pouvoir viennent seulement du centre. Pourquoi ça?
Pourquoi ça? Ça, ce sont des choses qui renforcent la balkanisation sociologique. C'est-à-dire, à l'UDPS, après président Fachi qui est du Kasaï, on devrait mettre même une marionnette, même un figurant des Bandundu, de l'Équateur, pour ne fût-ce que tromper l'opinion, même sur le plan de consommation cosmétique. J'ai dit ça. Mais la volonté, c'était qu'il faut mettre quelqu'un d'une autre province. Comme c'était à l'époque du fait Etienne Tshisekedi. C'était le secrétariat tourné. C'est comme ça que Kabound était désigné, croyait qu'il était Katangé. Le fédéralisme, lorsqu'on parle d'un État fédéral, il y a deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'État fédéral et il y a le niveau des États fédéraux. Mais il y a des compétences. La compétence telle que la diplomatie. La compétence telle que la sécurité et la défense, la monnaie, reviennent que au gouvernement, au pouvoir central, donc à l'État fédéral. Donc là, il n'y a pas de crainte. Le Nigeria est un État fédéral, les États-Unis, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, dire que Olivier Kamitatou, c'est le porte-parole de Kabila. Bon, je ne sais pas si Kabila maintenant, c'est lui qui est à Goma ou quoi. Mais réfléchissons. Parce qu'à l'université, les gens croient qu'on les embrouille avec les cours de philosophie et de logique. L'argano, l'instrument de science selon Aristote, c'est pour conduire un raisonnement de quelqu'un. Admettons qu'on balkanise aujourd'hui le Congo. Si c'est ça, ça devient un État fédéré. Hein? Oui, c'est un État fédéré. État fédéral, c'est Kinshasa avec d'autres États fédérés. Nanga, il est d'où? Nanga, il est de Iziro ou de... Chopo. Il est d'Iziro. C'est-à-dire, Nanga sera étranger. Si aujourd'hui on balkanise la partie occupée là, Nanga sera étranger de l'autre côté. Si Nanga est accepté de l'autre côté, et Jean-Jacques Mamba, c'est parce que nous sommes encore dans l'unité congolaise. Donc vous voyez déjà que ces genres de raisonnement, ça tombe. Ça tombe. Un petit exercice seulement de logique formelle d'Aristote qu'on enseigne depuis 6e des humanités. L'hymne national, ça se chante de l'autre côté. J'ai demandé au ministre Mouyaya d'aller à l'IFACI qu'on conçoive un nouveau narratif. Parce que le narratif qu'on utilise, c'est le copier-coller des narratifs que nous, on a laissés à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Et ça a bien tourné parce qu'il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Lorsqu'on disait qu'il y a la balkanisation à l'Est, c'était difficile de vérifier chez Mouchagaloussa si les Rwandais ne déplacent pas des bords. Nous, on croyait que les Rwandais déplaçaient des bords. Nous, on croyait que les Dieudonné qui étaient sous RCD chantaient déjà l'hymne national du Rwanda. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dans le meeting, et on commence avec l'hymne national, ça tombe. La guerre du peuplement. Mais quand on contraint les déplacés de guerre de quitter Goma et de rentrer à Rutshuru, à Bunagana, nous avons, c'est nous qui représentons la société civile, force vive là. Nous demandons, est-ce que vous avez retrouvé vos maisons? Vous avez retrouvé vos champs? Nous avons des réponses, ok? Le problème, c'est quoi? Moi, je pense que quand quelqu'un observe que rien ne marche, la gouvernance sadique et inhumaine qui viole l'article 58 de la Constitution sur la justice sociale, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on voit que tout l'argent s'est concentré à Kinshasa. Même les ressortissants de Sankourou, ils peuvent être 6 ministres. Les ressortissants de Sud Kivu, ils peuvent être 6 ministres. Au Sud Kivu, on a eu même 7. Mais quand ils détournent l'argent qui vient de partout là, c'est pour construire des immeubles qu'à Kinshasa. Ils achètent une villa à combien? 1 million. Ils démolissent et puis ils élèvent 6 niveaux.
Mais lorsqu'il faut maintenant donner l'argent, ou bien le président va descendre, il précède le président pour dire c'est nous les leaders de l'autre côté. Mais il passe lui dans des paroisses. Et c'est comme ça que maintenant les gens commencent à réfléchir. Si on pouvait peut-être aller dans une forme fédérale. Mais est-ce que cette question peut être... Avec le raté de retenue à la source de 40%. Non, cette question peut être élaguée par exemple, le code électoral, les lois électorales, justement. Vous avez évoqué ici comment quelqu'un peut avoir réside à Kinshasa. Mais il va postuler comme député provincial. Ou le siège, par exemple, est en province. Voilà. Et il est élu député provincial. Il passe 2 jours en province pour les plénières, 1 mois à Kinshasa. Et puis on désire la loi peut régler cela. Carrément dire, par exemple, être résident fixe à tel endroit pendant autant de temps et les gens peuvent certifier. Parce qu'il est inhumain aujourd'hui. Dans la logique, l'on voudrait que, par exemple, je prends un bourgmestre de la commune de Limete qui réside à Gombe. C'est inconcevable. Évidemment. Un bourgmestre, bourgmestre par exemple, de Limete, automatiquement vous devez quitter là où vous êtes pour résider à Limete, connaître les vrais problèmes de Limete. Non, madame. Mais cela se passe à plusieurs niveaux. Nous avons la forme de l'État que nous avons aujourd'hui, c'est une forme hybride. C'est-à-dire, c'est une transition entre l'État unitaire décentralisé et l'État fédéral. Exactement. Tout ça, c'était pour partager les gâteaux en deux et satisfaire les fédéralistes et les unitaristes. Avec la retenue à la source, parce que c'est ce qui est constitutionnel, pas la rétrocession. Mais Kinshasa a fait les Pomba. Et c'est comme ça que certaines personnes croient que, avec le fédéralisme, les Pomba de Kinshasa peuvent être quand même diminués. Mais est-ce que ce n'est pas... S'il vous plaît, madame, je descends par là. Oui, je chute pour dire quoi? Vous voyez par exemple la province de Lualaba, avec notre gouverneur Fifi Masuka, qui fait piller la province de Lualaba. Comme Ngungo Lutete a fait piller les Congolais pour l'intérêt des Arabes. Vous êtes à Chabunda, le territoire le plus riche du monde. Mais on pille ce territoire avec des dragues d'exploitation d'or, plus de 2 milliards, 5 milliards par an, par les Chinois. L'argent va où? À Kinshasa et puis à l'étranger. Vous êtes à Pangi, c'est là où il y a Sakima. On signe un accord avec les Rwandais, raffinerie de l'or de Sakima. C'est-à-dire du Maniema. Avec les Rwandais. Avec les Rwandais. Sans que les ressortissants soient associés. Et on nomme quelqu'un du MLC qui ne connaît même pas la situation. Ses intérêts, le bâtiment de Sakima, on ne connaît pas. Je n'entre pas dans ce débat. Mais je termine pour dire à mon frère que toutes les provinces de la RDC sont riches. C'est ce que j'ai appris dans l'idéologie politique. Cher ami, ce n'est pas les mines qui développent un pays. Aucun pays ne s'est développé avec les mines, à part les pays pétroliers. C'est avec l'agriculture. Et les gens oublient que même la Gécamine, même la Miba, c'est le caoutchouc qui venait de l'Équateur, de la province orientale, qui était le sous-bassement avec l'argent de la Société Générale de la Belgique. Monsieur Donc dire qu'il y a des provinces pauvres, je n'accepte pas. Et puis je dis, avec l'article 219 qui donne la compétence temporale, c'est un faux débat parce qu'on ne peut pas changer la Constitution pendant cette période. Monsieur parce qu'on est en état de guerre. Un faux débat aujourd'hui? Un très faux débat. Laissez-moi d'abord le temps de cadrer mon frère Carlos Mopili. Il a fait ce qu'on appelle les bitotos. Alors, je ne sais pas, il est allé à l'Assemblée nationale, il est allé au Kassai, à l'UDPS, il est revenu à l'Est de la République, il est allé à Kolwezi avec Fifi Masuka, il vient chuter dans le débat. Je me dis qu'il n'était pas... Il a pris 12 minutes, j'ai mon chrono, je voudrais que vous puissiez respecter le même temps d'antenne. Et j'en suis jaloux. Excusez-moi. Beaucoup plus que moi, au premier tour. Protégez-moi. Ok.
vous êtes la seule arbitre ici. Vous savez que je soutiens votre candidature. Vous allez revenir parce que vous êtes la seule dame compétente en RDC, même en Afrique, que nous devons soutenir. Et votre candidature, nous allons l'élever très haut. Et vous êtes en train de dégrainer vos minutes. Ne vous en faites pas, je suis un habitué. Monsieur Carlos Mopili fait une analyse tribalistique sans le savoir. Il va dans l'UDPS, il ne connaît rien de l'UDPS. Au lieu de nous parler de l'AFDEL, au lieu de nous parler de PPRD FCC, il va dans l'UDPS, qui est une machine, qui est une philosophie politique, qui est une université qui nous a pétris. Il nous parle du tribalisme, il nous parle de Kabonde qui n'a rien à voir ici, que je salue en passant, qui nous parle de Kabouya, qui est l'un des détenteurs aujourd'hui officiels de l'UDPS. Il le parle avec légèreté. Monsieur Augustin Kabouya, là où vous êtes, je vous salue. Monsieur, vous nous parlez des principes philosophiques. Mais je vous parle de 4 principes du Descartes. Parce que la personne qui est devant vous, on m'appelait Socrate. C'est-à-dire que la philosophie nous a incarnés, nous a façonnés. Alors, en faisant la politique, parler de la philosophie, écoutez, je vous cite 4 principes de René Descartes. Ça va me permettre dans la réflexion. Je suis docteur en médecine. Équivalent, c'est de professeur. Nous avons ici l'évidence. Monsieur, laissez-moi parler. Pas équivalent. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Nous avons l'évidence. Vous êtes médecin. Nous avons... Monsieur, vous avez en face de vous aussi un écrivain qui a sorti des livres. L'un des livres vendus, toujours à l'Armatan, vous l'avez sorti, permettez-moi de le recadrer, a vendu revenez dans plus le de débat. 40 000 exemplaires. Et vous êtes en train de dégrainer vos minutes. Non, excusez-moi, je dois recadrer d'autres choses. Revenons dans les parce débats. que tu vois, sur les débats intellectuels... N'allez pas là, allons dans le débat d'idées. Dites-le de me protégez-moi. Je lui parle ici de l'évidence. Je parle de l'analyse, du synthèse et de la vérification. Ça, ce sont les principes. Je vous donne un peu homework. Allez voir ça. Alors, quand vous parlez des choses dont vous ne maîtrisez pas, alors que nous parlons ici d'un problème de fédéralisme, restez dans ces débats. N'allez pas à l'UDPS. Monsieur Mompili, laissez-les terminer. Non, mais moi, je ne l'ai pas attaqué. Il ne peut pas dire que je ne maîtrise pas parce qu'il maîtrise moins. Même dans son domaine, on ne l'a jamais vu à l'hôpital. Il a déjà intervenu à quel hôpital? Monsieur Mopili. C'est peut-être un usurpateur. Est-ce qu'il est enregistré? Il a le numéro d'ordre. Professeur. On peut l'arrêter en proviseur. Professeur. Est-ce que vous avez le numéro d'ordre? Vous savez que... Non, il ne peut pas me vous savez, monsieur Mopili. Non. Monsieur Mopili. Qu'il reste dans le débat. Monsieur... Ça des attaques vous savez que ça me rappelle même le spot qui passe sur nous avec monsieur Mopili. Vous vous rappelez? Voilà, on continue. Je voudrais qu'il retire... Je ne l'ai jamais dénigré. Il n'a pas le droit de me demander si j'ai le numéro de Monsieur Kankonde. Non, je ne laisse pas passer ça. Non, alors, vous allez revenir après. On prend. Non, là, je vous accorde la parole. J'accorde. Je dois terminer. On va revenir pour vous pour conclure. Je ne l'ai jamais. On revient sur vous. Monsieur Mouchagalou. Je dis bien, vous ne maîtrisez pas le débat d'aujourd'hui. S'il vous plaît, restons élégants. S'il vous plaît, monsieur Mopili. Monsieur Mopili. Vous avez commencé à me tutoyer. Monsieur Kankonde. Vous avez commencé à... Monsieur Kankonde. Monsieur Kankonde et monsieur Mopili. Vous allez revenir pour conclure. Je termine. Vous aurez la parole en dernière position. Monsieur Mouchagalousa. On va conclure avec vous, et puis on termine avec monsieur Kankonde. Je voulais refixer l'opinion, mais j'invite les co-débatteurs quand même à pouvoir un peu... Non, il faut préciser. Qui S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je retire ce que j'ai dit pour vous. Bon, alors, je pense il ne faut pas nous livrer ce qu'on avait vécu l'autre fois dans une émission. Ça fait débat et ça m'avait donné de ne plus revenir. Heureusement que madame s'est recadré les choses, contrairement à ce qu'on avait vécu l'autre fois avec quelqu'un d'autre. Et donc, je voulais refixer l'opinion en disant il y a plus de peur que de mal. Et donc, ceux qui parlent de la balkanisation, la RDC ne sera jamais balkanisée. Ça, c'est un acquis. On venait de, par exemple, Kamita Touloum qui a parlé du fédéralisme, il est du Bandundu, si je ne m'abuse pas. Mais il a parlé ça au Katanga. Donc, si jamais on fait ça, il sera obligé de quitter le Katanga pour revenir chez lui au Bandundu parce que là, il sera étranger. Moi-même qui suis ici à Kinshasa, je suis du Kivu, je n'accepterai jamais que pour aller chez moi, je commence à chercher un nouveau passeport qui quitte la RDC Kinshasa pour aller. Donc, l'opinion doit savoir
que la balkanisation n'aura jamais lieu dans ces pays. Nous nous battrons pour que cela arrive et les Rwandais ne nous dominera jamais. Donc ça, il faut savoir. Deuxième élément, si les gens commencent à réfléchir, c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. On ne peut pas ne pas le dire. L'argent quitte toutes les provinces, ça arrive à Kinshasa, l'argent est détourné peut-être à la limite par 4, 5, 6 personnes. Et les personnes là prennent l'argent, il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de ponts, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a pas de marchés qui sont construits, alors qu'on produit l'argent là-bas. Troisième élément, il n'y a aucune province qui est pauvre par rapport à l'autre. Je venais de donner l'exemple, les bandes d'Undoualu, c'est d'ailleurs pour le moment, les informations à ma possession, les bandes d'Undou fait entrer plus d'argent dans ces pays que d'autres provinces en termes de crédit carbone. Autant de millions sont en train de partir là-bas, de venir de là qu'on est en train de... Mais le problème, c'est le développement aujourd'hui, disons-le. Prenons les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a autant d'écoles, il y a un développement qui a eu lieu depuis belle lurette, ce qui permet à ce que l'on sente qu'il y a je dirais, un net développement. Aujourd'hui également la question des pays, des provinces qui sont rattachées à certaines nations. Ils ont cette affluence des autres provinces, ils ont cette ouverture d'aller ailleurs, ce qui n'est peut-être pas le cas pour d'autres provinces qui sont enclavées. Le cas du Maniema par exemple, qui est entouré que d'elle-même. Et aujourd'hui, ce sont des réels problèmes qu'il faudrait parler. Donc, si on doit parler développement des différentes provinces, c'est tenir compte aussi de tous ces aspects-là. Voilà, vous m'avez arraché les mots, donc je m'approprie votre... Je m'approprie votre argumentaire pour dire effectivement que même la caisse de péréquation n'a pas fonctionné. Cette question d'immixtion du ministre de l'Intérieur dans des organes délibérants à la base, il tire ses pouvoirs d'où? Mais tout ça, c'est un désordre. La question également, et ça j'insiste en regardant la caméra et en demandant à mon frère Jean-Baptiste, cette question de pouvoir caricaturer les gens de l'Est des Rwandais. Aujourd'hui, ce qui se passe au ministère des Affaires étrangères, madame, c'est plus grave. Alors qu'il y a une grande dame que je respecte et que je salue, la ministre Wagner, qui fait un très bon boulot. Mais au niveau de la délivrance ou des passeports, quand on trouve, vous avez un nom kilométrique, comme Mouchagalou, c'est qui, bon, heureusement, moi, on ne me qualifie pas de Rwandais parce que j'ai une grosse tête et un gros nez. Mais les autres, quand on trouve un nom, on dit non, celui-là, c'est un Rwandais, bon, c'est le passeport rwandais. Vous vous imaginez. Et donc, quiconque dit Kivu, on commence à... Donc, ces frustrations-là, il faut que ceux qui nous dirigent, il faut que les services, effectivement, dans l'air d'est, puissent prendre en compte ces éléments-là et voir comment on peut désintoxiquer l'opinion pour que nous tous, nous puissions avoir, nous sentir à l'aise au même pied d'égalité. Et ça, nous avons hérité de la question, c'est la question des noms ou la question des origines, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on ne sait pas identifier réellement les vrais défauts. C'est ça aussi le vrai problème, c'est qui crée cette méfiance. Effectivement, ce qui peut être maintenant l'avantage d'un État fédéré parce qu'il y a les rapprochements, il y a une administration qui est proche et ça peut résorber des problèmes d'ordre ethnique. Oui, c'est connu. Mais non, ce n'est pas un cas. Ce n'est pas un cas à part aujourd'hui, disons-le, M. Mopili. Il y a un problème de l'agression par l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vrai que vous, les politiques, vous parlez tantôt de l'infiltration et autres. Mais il faudrait, quand vous le dites, quand la population le coûte, la population veut aussi être vigilante. Alors permettez à cette population d'avoir des réponses claires par rapport à certaines questions. Ce n'est pas une forme de discrimination, mais seulement que l'État congolais doit nous aider justement à vouloir démêler les vrais du faux. Exactement, nous sommes en train de... Donc il faut éviter cela. Et comme vous parlez de l'infiltration, moi cette histoire-là, même si ce n'est pas le sujet du débat, je n'ai jamais cru à ça. S'il y a l'infiltration, qui a la signature qui peut aider à ça? Si on connaît les infiltrés, qu'on les arrête. Pourquoi on doit continuer à dire qu'il y a des infiltrés dans l'armée? On connaît nous avons vu le chef de l'État nommer autant de personnes. Il a le pouvoir discrétionnaire de nommer un militaire au niveau qu'il veut, de relever des autres et de mettre en retraite. Pourquoi on doit continuer à parler des infiltrés infiltrés basales? Si on les connaît, qu'on donne leur nom, qu'on soumette ça au chef de l'État, que les services les disent, qu'on les élague dans l'armée, et comme ça on va gagner la guerre. Mais vous savez qu'il y a des infiltrés, vous continuez à les garder. On nous prend pour qui? Pour ne pas comprendre ce qui se passe. Non, on doit éviter ça. Monsieur Kankonde, vous allez conclure justement avec votre réaction en ce qui concerne cette question du fédéralisme ou pas, fédérer la République démocratique du Congo, avoir des États, des provinces qui deviendront des États fédéraux. Vous devez savoir que le rationalisme est une doctrine qui soutient que le réel n'est serré, méconnaissable ou bien connaissable qu'en vertu d'une explication de la raison. Ça, c'est le principe philosophique de René Descartes. Je dis qu'on m'appelait Socrate.
Et je voudrais signaler ici que celui qui a besoin d'un débat, d'études, je voudrais qu'on ait une émission spéciale là-dessus. Et je permettrai à personne qui est dans un débat politique comme celui-ci, et quelqu'un lance des balivernes, après ça, il y aura des plaintes, ne venez pas nous dire, parce que vous avez dit c'était dans tel ou tel contexte. Ça sera notre avantage parce que vous aurez l'argent à payer au commercial, donc nous, on va s'en réjouir. Ça va nous permettre à ce que chacun puisse garder la bande. On a vu dans ces pays les gens venir de ce zoo avec les bottes en caoutchouc qui sont devenus présidents de la République. Ils n'ont jamais eu des collègues de l'école. C'est les pics qu'on vous reproche, justement. Alors, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Écoutez, j'ai le respect pour des personnes qui parlent. Concluez, M. Mopili. Concluez. Je ne suis pas M. Mopili. C'est un frère et un ami. Il s'est excusé. Mais il faut avoir un débat de haut niveau. Permettez. C'est que j'aime sur ce plateau, justement, c'est M. Kankonde. Parce que vous avez des idées préconçues. Permettez-moi, justement. Encore une fois, vous m'interrompez. Oui, je vous interromps. Permettez-moi d'abord. Je vous interromps, justement, pour vous donner la parole et une dernière parole, parce que nous n'avons que 2 minutes. Très bien. Vous avez compris la déclaration de M. Mopili, professeur que je respecte beaucoup, tout comme à mon ami M. Ngalousa, avec qui on partage, qui fait des méli-mélo. Nous parlons ici des affaires étrangères. Nous parlons d'une dame, Madame Wagner Kaikwamba, qui fait un travail exceptionnel pour la République, pas pour un individu. Non, ça c'est vrai. Et tous, unanimement, nous devons la jeter de fleurs. Soutenir les efforts qu'elle a pu mettre là où les autres ont échoué. Elle est en train de réussir. Ceux qui disent que les femmes ne réussissent pas, là nous avons une preuve tangible que cette dame fait un travail exceptionnel pour le Congo. Et ça jamais battu au pointer la poitrine, bomber la poitrine, pour dire bon voilà, il y a ça. J'ai entendu des choses ici par rapport à ceux qui seraient devenus députés nationaux ou bien provinciaux, ainsi de suite. Mais tout ça, ça nous encourage encore à aller dans l'optique d'échanger la Constitution ou soit de la réviser. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir quelqu'un qui habite ici à Kinshasa et qui va postuler par exemple chez moi à Maniema ou bien à Sud-Kivu ou bien à Bukavu et qu'il est élu là-bas alors qu'il n'y réside pas. Nous avions eu un débat ici où les gens ne voulaient pas qu'on touche même, qu'on réfléchisse sur le problème de la révision du changement des constitutionnels. Alors, revenons à ce problème dont nos amis ont parlé ici. Nous avons le droit de réfléchir en tant qu'intellectuels, parler des grandes personnalités, parlent de projets et de parler des individus. Docteur Kankonda, qu'est-ce qu'il pèse dans la République? Ou bien Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il pèse dans la République? Alors que la République pèse de plus que tout le monde. Ça, c'est juste un petit recadrage. Alors, par rapport au fédéralisme, ceux qui ont lancé l'idée, je suis très content parce qu'ils ont occupé de hautes fonctions dans ce pays. Au moment où il y avait encore l'accalmie, ils pouvaient faire cette proposition pour dire, écoutez, nous avons besoin de faire le fédéralisme afin que chaque province puisse s'occuper. Mais on a eu ici, dans ces pays, le démembrement, où il y a eu 26 provinces. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on a amené dans ces 26 provinces? Et je vais chuter en disant à notre frère, Mouchangaloucha et mon ami, que quand un politicien lance une idée, c'est quelque chose qu'il a déjà pensé depuis plusieurs années. Ce n'est pas une idée qui vienne comme ça. C'est-à-dire quelque chose de pensé pour jeter une humiliation, provoquer une idée, un débat, alors que nous avons un grand problème de l'Est de la République qui est entre-temps. J'ai terminé. Monsieur Mouchagaloucha, je vous dis grand merci. J'ai dit grand merci également à Monsieur Kankonde. Grand merci à Monsieur Mopili, professeur. Je voulais saluer ou compatir avec l'honorable Masumbuko Rubota qui est victime d'une injustice dans un procès où ils étaient au départ à 3. On acquitte les autres mais on les condamne pour des faits qui n'ont pas été portés à sa connaissance, dira la période préjuridictionnaire et juridictionnelle. Et je ne voudrais pas aussi qu'on attaque Mme Fifi Masuka qui fait un travail exceptionnel. Une dame qui a réussi là où Mouyeja a échoué, là où beaucoup de politiciens hommes ont échoué. Monsieur Mopili, Madame grand merci Masuka, à vous. Et votre équipe et votre gouvernement. Monsieur Kankonde, grand merci également, Monsieur Mouchagaloucha. Je le dis toujours, hein, ce plateau, on s'en réjouit parce qu'il y a l'élégance. L'élégance reste là, et oui, on peut débattre, on peut se fâcher, mais on reste quand même élégant sur ce plateau, et c'est ce qui est une très bonne chose. Aimables téléspectateurs, c'en est fini de Ça fait débat. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.